Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui redémarrent doucement cette semaine. On voit des indices actions en Europe qui sont même dans le rouge. Les vendeurs ont repris la main depuis quelques jours alors que la politique monétaire bouscule le calendrier 2022. On le voit notamment du côté de la Réserve fédérale américaine, mais pourquoi pas également du côté de la BCE, un peu plus tard dans l'année, du côté de la Fed. En tout cas, le calendrier de normalisation de politique monétaire s'est considérablement accéléré, avec notamment les minutes de la dernière réunion de la Banque centrale américaine publiée la semaine dernière, qui montre que la Fed est désormais prête, après un tapering accéléré, après de premières hausses de taux signalées pour cette année, la Fed est désormais prête à réduire son bilan plus vite que ce que les marchés anticipaient. Les réactions de marché sont à regarder du côté obligataire, bien sûr, puisqu'on voit un 10 ans américain qui est en train de gérer le niveau de 1,80, ce qui laisse entendre que le 10 ans américain est en train d'effacer la phase pandémique. On est en train de revenir sur les niveaux qui prévalaient au début de l'année 2020. Et puis sur les marchés actions, on voit que cette remontée des taux obligataires, des taux longs, perturbe un petit peu la dynamique des indices actions, avec déjà des tendances assez marquées entre les secteurs les plus value, sensibles à la remontée des taux, et puis les secteurs de croissance ou les valeurs les plus surachetées qui, elles, sont plutôt en train de redonner un petit peu de terrain depuis le début de cette année 2022. Parmi les histoires spécifiques du jour, il faut noter le plongeon d'Atos. Atos avec un nouveau warning sur son chiffre d'affaires annuel de 2021. Un nouvel avertissement qui coïncide bien sûr avec l'arrivée du nouveau directeur général Rodolphe Belmer. Le plongeon d'Atos est lourd aujourd'hui, un plongeon de plus de 15% pour le titre qui est sorti l'an passé de l'indice CAC 40. Vous aurez le résumé complet de cette séance en cours en Europe dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis bien sûr, comme chaque lundi, les enjeux techniques de la semaine. Ce sera le plan de trading dans un instant avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobré qui sera avec nous à distance. Des investisseurs qui se montrent un peu plus prudents depuis quelques jours maintenant, et c'est un début de semaine dans le rouge pour les indices actions en Europe. Les infos clés du jour à mi-séance, c'est avec Alix Nguyen. L'indice parisien commence la semaine en léger repli, toujours vigilant face à la poussée d'Omicron et à l'avertissement d'Atos sur ses résultats pour l'exercice 2021. La perspective d'une hausse des taux de la Fed au printemps préoccupe toujours les marchés et demeure le thème central. Cette semaine, les chiffres de l'inflation aux États-Unis marqueront un temps fort, avec aussi et toujours aux États-Unis l'ouverture de la saison des résultats avec JP Morgan, Citigroup et Wells Fargo ou encore BlackRock. Vendredi, Wall Street cédait du terrain amoché par des créations d'emplois 2 fois moins nombreuses qu'espérées au mois de décembre. On relevait par ailleurs que la baisse plus forte que prévue du taux de chômage et la poursuite de la hausse du salaire horaire moyen soulignent que le marché du travail continue de pâtir d'une pénurie de main-d'œuvre. Toujours vendredi, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans est monté jusqu'à 1,8% en séance avant de revenir autour d'un peu plus d'1,7% en Europe ce matin contre 1,5% fin 2021. Le rendement du Bund allemand de même échéance se rapproche du seuil de 0%. Demain, le marché surveillera l'audition de Jérôme Powell par la commission bancaire du Sénat dans le cadre de sa nomination à un second mandat à la tête de la Fed. Jeudi, ce sera au tour de Lael Brainard pour le poste de vice-présidente. Powell et Brainard pourraient à cette occasion donner de nouvelles informations sur le timing des hausses des taux d'intérêt de la Banque centrale américaine. Atos donc chute de près de 17% après des résultats annuels inférieurs aux objectifs financiers qu'il avait présentés l'été dernier pour 2021. L'entreprise a fait état d'un chiffre d'affaires 2021 de l'ordre de 10,8 milliards d'euros en décroissance d'environ 2,4% alors que le groupe tablait sur des revenus stables. La marge opérationnelle s'est établie à environ 4% en 2021 contre un objectif de l'ordre de 6%. Parmi les autres valeurs technologiques, Capgemini, ST Microelectronics et Téléperformance reculent. Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart avec Alix Nguyen.
Les enjeux techniques de la semaine, comme chaque lundi à 12h30, rendez-vous avec les équipes de Bourse Direct et Romain Daubry, précisément en visioconférence avec nous pour le plan de trading. Bonjour et bienvenue Romain. Merci beaucoup d'être avec nous à distance. Bon, un début d'année qui s'est fait en deux temps, hein. Très positif sur les 3 premières séances de l'année, la semaine dernière, et puis la publication des minutes de la Fed mercredi soir qui a renversé un petit peu la tendance. Et c'est vrai qu'on est plutôt sur des dynamiques moins positives, voire négatives depuis le milieu de semaine dernière. Faut-il comprendre que les vendeurs ont repris la main, Romain ? Oui, en partie. Effectivement, hein, vous le disiez, début de semaine assez tonitruant, mais avec des volumes et une complaisance qu'on notait déjà en début de semaine dernière, avec des investisseurs vraiment très peu couverts, voire même presque euphoriques, et un marché qui montait avec divergence d'intérêt, divergence de volume. Voilà. Donc petit rappel à l'ordre pour l'instant très canalisé. Les vendeurs ont effectivement repris la main jeudi, puisqu'on a vu le nombre de contrats futurs s'étayer de 10% de la valeur globale, c'est-à-dire 24 000 contrats futurs sur un total de 240 000 contrats. C'était beaucoup. Ceci dit, cette pression baissière, elle a été très vite démentie puisque dès vendredi, alors que le marché a baissé encore, le nombre de contrats a diminué aussi. Donc on voit que les opérateurs ne prennent pas beaucoup d'initiatives, c'est plutôt de la spéculation qui se met en place avec un intérêt global qui est maintenant et globalement plutôt en hausse puisque quand on a entamé l'année, le 27 décembre, on était aux alentours de 7 140 points et il y avait 237 000 contrats futurs ouverts. On arrive à un peu plus haut et donc aux alentours de 7 200 points avec 251 000 contrats futurs ouverts. Donc globalement, c'est à la faveur des acheteurs, mais on n'avait pas vu les vendeurs se manifester de cette façon-là. Encore une fois, probablement, tout ça est lié à un contexte de contre-pied, d'un peu de surcomplaisance, de suroptimisme et les vendeurs sont un peu couverts à la volée, les acheteurs se sont un peu couverts à la volée et ont probablement accentué ce mouvement baissier. Pour l'instant, les initiatives restent limitées. On reste toujours assez optimiste du côté de la couverture puisque les portefeuilles ne sont pas beaucoup plus protégés. On est à un ratio de couverture qui est toujours avec un nombre d'options d'achat supérieur au nombre d'options de vente. Donc ça laisse un marché encore probablement volatile. On l'a vu ce matin, un nouveau contre-pied, des décalages assez rapides dans le vide, mais pas de sell-off, pas de mouvement trop marqué dans l'immédiat. Et puis en contrepartie de cette alerte baissière qui nous indique quand même probablement avec des sommets en tour sur l'indice S&P, bougie hebdomadaire, doji en croix sur le DAX, étoile du soir sur le CAC 40, et bien en contrepartie de ces mouvements qui donnent probablement un coup d'arrêt dans la tendance et probablement que nous avons vu les points hauts à court terme au moins, et bien en contrepartie on voit de l'intérêt, un intérêt qui ne se dément pas comme vous l'indiquez sur certains secteurs, même dans les mouvements de baisse avec alors tout le secteur automobile qu'on a bien identifié. Le secteur aérien, ça continue aujourd'hui avec le beau parcours de Thales. Et puis, ce qu'on a peut-être moins remarqué, moins identifié, c'est du côté de l'énergie, le secteur des énergies traditionnelles, pas les énergies renouvelables qui, elles, sous-performent nettement toujours, mais les énergies traditionnelles qui sont en hausse, si on le prend sous forme de panier ce matin, de 1,10%, quand le CAC est en baisse de 0,50 environ. Donc, il y a un intérêt qui ne se dément pas malgré une alerte baissière. Ça, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt signe que le marché il y a toujours de l'intérêt et que la rotation se met en place plutôt qu'une alerte forte dans l'immédiat, même si on a quelques raisons d'être vigilant. C'est vraiment le scénario du stock picking qui se met en place, à mon avis, maintenant. Oui, et d'ailleurs, l'intérêt, on le voit aussi sur des segments peut-être un peu moins suivis, un peu plus en retard, les petites et moyennes capitalisations boursières, par exemple. Là, on retrouve ce type d'intérêt ciblé qui correspond à cette logique de stock picking, Romain ? Tout à fait. Si on regarde des valeurs comme Vicat, comme Manitou, comme Balio, qui ont des parcours très intéressants, on a une belle recovery de Ruby. Alors, nous, on reste assez dynamique dans ce marché. Il faut l'être d'ailleurs, et je ne suis pas sûr que tous les opérateurs aient le temps et même les gestions de pouvoir intervenir, mais justement, quand il y a des alertes baissières et que des valeurs comme Renault, qui a pris une quinzaine de pourcents en 4 ou 5 séances, se tient toujours à l'équilibre, c'est plutôt pas mal. Donc là, c'était vraiment une séquence intéressante. Les signaux d'alerte qu'on a connus la semaine dernière vont être à confirmer ou à infirmer vraiment cette semaine, parce que ces bougies, ces grandes bougies d'invalidation de la hausse, de reprise en main par les vendeurs en fin de semaine, devront être infirmées ou non cette semaine. C'est là où ça va jouer. Et puis, c'est là où on va voir si le soutien se confirme ou non. Et c'est là où on va voir les valeurs surperformantes. Mais on a déjà des dessins qui
qui se mettent en place avec les quelques-unes que nous avons citées. Mais on voit que Bouygues, même si le parcours n'est pas tonitruant, tient bien aussi. Alstom de la même façon. Donc des titres qui sont pas nécessairement très dynamiques, mais qui tiennent dans un marché qui baisse, et donc une activité qui globalement laisse à penser que même si le mouvement de repli devait être un peu plus marqué, à ce stade en tout cas, il serait assez canalisé et il n'irait pas trop loin. Bon, ben justement, si on revient à une vision indicielle de la situation, Romain, en commençant par les grands indices américains, S&P 500 et Nasdaq, vous le disiez, c'est vrai que les configurations techniques là ne sont pas forcément très jolies et plaident pour au mieux un trading range pour l'instant pour ces grands indices. Exactement, au mieux. Les niveaux techniques n'ont pas spécialement changé, mais on a le S&P 500 sous les yeux, avec une invalidation, une tentative de sortie du trading range 4565-4716 et un blocage net sur la zone sur la résistance de 4795. Alors si on zoomait en journalier, on verrait que c'est ce qu'on a formé un sommet en tour, c'est-à-dire qu'on a passé toute la semaine à buter sur ce niveau de 4795 points, toute la fin de semaine précédente et la semaine dernière, avant d'échouer et de revenir dans l'ancien trading range. Donc cet échec, ça n'est jamais un très bon signal, d'autant plus qu'on bute sur l'ancien canal haussier de long terme. Donc on est parti pour probablement consolider au moins latéralement et réintégrer cette zone de trading range. On aura un biais plus ou moins baissier selon qu'on réussit à préserver donc cette médiane du trading range à 4630 points. Ce qui est intéressant quand on compare le S&P 500 et le Nasdaq, c'est que le Nasdaq lui a déjà pris pas mal d'avance. Il est déjà dans le bas de son canal de fluctuation. Oui, une avance baissière. Oui, bien sûr. Lui, on l'indiquait d'ailleurs en début de semaine dernière, il ne parvenait pas à sortir de son trading range. Lui n'en était pas sorti. En début de semaine, il a tenté de le faire et il y a eu une invalidation assez rapide, assez nette et une baisse marquée de 4,5% sur la semaine. Donc ça, c'est effectivement pas un signal terrible pour ce secteur-là, dont on note qu'il y a une très grande partie, un très grand nombre de valeurs qui sous-performent d'ailleurs dans le Nasdaq lui-même. Donc avec des résultats trimestriels qui arrivent en fin de semaine, qui commencent en fin de semaine aux États-Unis, prudence probablement sur certaines valeurs, les grosses, je pense évidemment aux GAFAM, si on peut les appeler encore comme ça, et qui, si elles se mettaient à baisser pour entraîner un indice un peu plus bas, on voit que les mouvements et les alertes ne sont pas majeurs dans l'immédiat, mais 4,5% de baisse, ça pourrait être des mouvements complémentaires sur le S&P comme sur le Nasdaq, de l'ordre de 6%, pour aller tester des alertes de moyen terme, et en tout cas, probablement des points hauts vus, et comme on l'indiquait, des signaux, des indicateurs et des oscillateurs graphiques qui ne confirmaient pas la hausse récente, donc voilà, des divergences baissières qui sont à prendre en compte et qui indiquent au mieux un trading range dans l'immédiat. Est-ce qu'on retrouve également sur nos indices européens, Romain, des configurations techniques un peu plus difficiles peut-être pour l'immédiat, si on prend par exemple l'Eurostoxx 50 avec une vue hebdomadaire? Oui, l'Eurostoxx 50, on voit cette grande bougie, ce doji en croix, la dernière bougie de la semaine dernière. L'Eurostoxx 50 tente de déborder son canal haussier de moyen terme, il n'y parvient pas, il repasse sous 4330 points assez violemment et il va clôturer à son niveau d'ouverture de la semaine. Donc ça, c'est un signe d'invalidation de la hausse, probablement de blocage à court terme. Une seule bougie ne fait pas la tendance, mais une grosse bougie hebdomadaire comme ça, il va vraiment falloir regarder ce qui se produit dans le courant de la semaine en cours. Et puis, on a un risque de double sommet aussi avec le pic qu'on avait formé au mois de novembre. Donc, ces deux tops qui ne sont pas exactement au même niveau, mais pourraient entraîner ce mouvement-là. Ça, ce serait un mouvement de dégradation plus marqué. Là, on a pour l'instant un risque de consolidation un peu plus marqué en Europe, de l'ordre de 9 à 10% sur un indice comme l'Eurostoxx, face à 6 environ sur les indices américains qu'on venait de regarder. Comment est-ce que la situation européenne se traduit sur le CAC 40, Romain? Alors, vous nous proposez deux graphiques, une vision du CAC 40 cash en hebdomadaire et puis évidemment le futur CAC sur une vision journalière. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces configurations qui entourent le CAC aujourd'hui? Bien sûr, le CAC en hebdomadaire, on a l'indice CAC 40 cash sous les yeux. Eh bien, il y a une configuration en vague de Wolf. La vague de Wolf, c'est une structure de retournement baissière ou haussière, en l'occurrence baissière, qui a fait la fortune de son inventeur et de ses enfants, je crois encore d'ailleurs. Donc, c'est une structure qui marche relativement bien, qui va devoir être confirmée. On forme des points hauts, de plus en plus hauts, une vague 1, 2, 3, et puis un quatrième point qui vient s'arrêter entre le point 2 et le point 3. Pour aller chercher ensuite une extension et une fausse sortie par le haut. Et on la voit très nettement avec cette bougie de la semaine dernière, donc qui forme là une étoile filante à ce stade, et pas encore une étoile du soir, mais une étoile filante. Et donc une possibilité de rejoindre l'oblique qui est formé par les points 1 et les points 4.
Or, ce qui est intéressant de constater, c'est que ce serait juste une consolidation. Ça donne un mouvement qui nous renverrait aux alentours de 6600 points. Ce ne serait qu'une consolidation. Or, ça correspond à cette cible, et bien précisément à la borne haute du canal haussier de très long terme que vous avez en violet en dessous, et qui est le canal qui était actif depuis 2011 et qu'on avait réussi à déborder au mois de mai-juin dernier. Et donc un retour dessus pour une consolidation. Ce ne serait pas un mouvement dramatique, et c'est là où on positionne notre niveau d'alerte de moyen terme, mais un mouvement qui pourrait être un peu important, donc des niveaux techniques sur lesquels on va zoomer à l'instant et qui sont à préserver. Ouais, donc il y a un scénario possible à moyen terme pour un retour du CAC autour de 6600 points. Si on zoome sur l'enjeu de court terme, Romain, avec le futur CAC en vision journalière, là, quels vont être les enjeux des prochaines heures et des prochains jours ? Alors l'enjeu, c'est vraiment, à mon avis, ce grand trading range, 7090, 7145, à partir duquel on a construit de l'intérêt, dans lequel on a trouvé du soutien, et qu'on a bien défendu d'ailleurs encore une fois ce matin. On s'en est approché, on voit bien qu'on s'est même arrêté avant de rebondir un peu, et ça c'est la borne basse, 7092, 7145, une médiane à 7237. On évolue autour encore à l'instant, et puis une borne haute qui est la zone 7357, 7405, mais déjà 7357, ce serait bon de le rallier, ce qui ne semble pas être évident à court terme. Donc le biais est plus ou moins haussier ou baissier, selon qu'on est au-dessus ou en dessous de 7237 points pour la semaine, avec pour l'instant des éléments plutôt de trading range, de consolidation latérale, et on le voit, ce canal haussier en bleu, dont on a bien réintégré par le bas la borne haute, et donc des enjeux importants pour aller se réinstaller au-dessus. Donc pas d'alerte majeure encore une fois, on voit des grandes mèches basses et une réintégration qui indique de l'intérêt et du soutien, mais des niveaux d'alerte bien marqués, 7092, 7145. On voit qu'il n'y a pas grand-chose en dessous, et que le risque c'est de rallier rapidement 6828, 6862, qui est notre alerte, donc notre début de zone d'alerte de moyen terme, et dont le bas serait aux alentours de 6600 points, et la fin de la vague de Wolf qu'on évoquait précédemment. Bon, et puis un mot pour finir des matières premières. Vous évoquiez quelques valeurs de l'énergie là qui tiennent bien effectivement dans cette configuration de marché plus négative aujourd'hui. Quand on regarde les indices des prix des matières premières, il y a des trackers qui permettent de suivre ça, Romain. On reste là sur une dynamique très positive. Très positive, très forte, qui vient contrebalancer la tendance, le coup d'arrêt qu'on a constaté. Donc vous avez l'indice Thomson Reuters CRB qui est reproduit sous forme de panier ici, et on voit qu'il évolue toujours au sein de son canal haussier de long terme, qui date de fin 2020, et malgré une petite sortie au cours de l'été, eh bien il l'a réintégré assez puissamment, avec des perspectives haussières qui sont toujours intéressantes et fortes, et un trend qui est long, et qui est qui s'approche de niveaux qui datent de 2015 maintenant, donc une tendance qui est importante et qui permet de confirmer, de détecter cet intérêt fort sur les secteurs des énergies en général, et des énergies liées notamment aux matières premières traditionnelles, et donc des valeurs comme Total qui ont un très beau parcours aussi, qui sont des valeurs fortes du moment, qui ne se demandent pas dans l'immédiat. Du côté des matières premières, on a toujours le signal favorable sur l'argent. On note que la position nette spéculative a augmenté la semaine dernière sur l'argent, même si l'actif est volatile. Au-delà de 21,90, le signal est toujours aussi avec des cibles à 24 et puis 28, même à moyen terme, si le débordement de 24,10 se confirme. Autour de 22,50 pour l'once d'argent aujourd'hui, en ce début de semaine. Merci beaucoup Romain. Merci d'être avec nous chaque lundi pour le plan de trading avec Bourse Direct, les enjeux techniques de la semaine avec Romain Daubry, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. 1,80% et sans doute plus à attendre sur le 10 ans américain. C'est peut-être le dernier signal qui manquait pour confirmer l'idée que l'économie américaine est sortie de la crise pandémique. On en parle avec John Plassard, avec nous par téléphone depuis la Suisse, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie. Bonjour et bienvenue John. Merci d'être avec nous. Effectivement, 1,80 sur le 10 ans américain et sans doute plus dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines, voire prochains mois. Ça nous ramène sur les niveaux du 10 ans américain qu'on connaissait quasiment avant la crise pandémique, au début de l'année 2020. Est-ce que c'est un signal fort, John? Est-ce que c'est une nouvelle histoire qui commence pour les investisseurs, avec bien sûr des banques centrales et la Fed en premier lieu qui sont en train de faire évoluer rapidement leur stratégie?
Bonjour Grégoire. Effectivement, mais on voit que ce mouvement sur les bons souverains n'est pas seulement lié à la Fed. Si je prends un cas qui m'est proche, on regarde le 10 ans suisse qui est repassé en niveau positif, c'est pour la première fois depuis 2018. Donc on voit que c'est tout d'abord une situation globale et qui n'est pas seulement à mettre sur le compte de la Fed. Après, si on prend la Fed, on a eu, je dirais qu'on a eu 3 phases. Déjà, l'année passée, tout le monde s'était interrogé sur le fait de savoir pourquoi le 10 ans américain le rendement de 10 ans américain était si faible, et on avait constaté que, entre autres, il y avait le fait que les investisseurs pariaient toujours sur cette inflation transitoire, qui a été abandonné à la fin de l'année passée par la Réserve fédérale américaine, pas encore par la BCE, elle le fera mais pas tout de suite. Et donc on a eu 3 phases. 1, le tapering, donc le début de la fin de la fête, je dirais, aux États-Unis. La deuxième chose, c'est lors de la dernière réunion de la Fed, on a vu que les fameux dot plots, c'est les nuages de points qui indiquent combien de hausses de taux on aurait cette année, montraient clairement que selon la Fed, toujours, on aurait 3 hausses de taux. C'est pas du tout évidemment le cas l'année passée. C'était littéralement presque un choc. Et puis la troisième chose, c'est effectivement, selon les minutes de la Fed, on commence à parler de réduction du bilan de la Fed. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire concrètement que on est en train d'enlever potentiellement, alors progressivement aussi, on est en train d'enlever cette aide artificielle qu'on avait depuis la crise du Covid, et potentiellement ça veut dire que ce bilan qui était censé être constant tout au long de l'année commencerait à baisser, et ça se traduit toujours par une hausse des rendements des treasuries en l'occurrence, et en Europe évidemment des bons souverains. Donc on voit ici qu'on est dans un nouveau paradigme, et ce nouveau paradigme s'accélère depuis le début de l'année. Est-ce qu'il faut comprendre, John, effectivement, que la normalisation de l'économie américaine est plus solide encore que ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques mois ? Est-ce que ça veut dire que la pandémie est terminée, entre guillemets, en tout cas que la vague Omicron ne fera pas dérailler l'économie américaine et donc peut ouvrir la voie à une normalisation de la politique monétaire plus rapide que ce qu'on imaginait ? Alors, je dirais qu'il y a 2 choses. Je l'avais dit, effectivement, on n'a pas l'impression, je reviens des États-Unis, et lorsqu'on est aux États-Unis, on a vraiment l'impression que, évidemment, c'est malheureux pour les personnes qui sont à l'hôpital, mais on a vraiment l'impression que les Américains agissent maintenant comme si c'était une grippe saisonnière, vraiment. C'est-à-dire que les gens continuent d'aller dans les restaurants, les gens ne savent plus combien il y a de cas par jour, alors que ce soit en France ou en Europe, on sait exactement au cas près combien on a de cas de variants, de personnes contaminées par jour. Et donc le retour à la normale est effectivement une chose qui est beaucoup plus importante que ce qu'on a en Europe. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que si vous regardez, quand on prend les objectifs de la Fed, c'est-à-dire le plein emploi, on voit qu'on est passé, vous vous souvenez, en dessous des 4% aux États-Unis. Donc ça, c'est considéré comme quasi le plein emploi aux États-Unis, et puis évidemment l'inflation qui est largement au-dessus des 2%, et donc ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose qui est très importante, et qu'il faut le rappeler parce qu'elle sort un petit peu des arguments classiques, c'est que il y a près d'une année de ça, lorsqu'on posait la question à Jérôme Powell, donc le président de la Réserve fédérale américaine, de savoir si à un moment ou à un autre il fallait monter les taux d'intérêt, il a dit 2 choses. Premièrement, c'était pour faire face évidemment à des objectifs, les 2 objectifs, c'est-à-dire ce qu'on a dit, le plein emploi et l'inflation, 2 objectifs qui seraient atteints. Et la deuxième chose, ce serait qu'il faudrait se préparer à la prochaine crise. C'est-à-dire que, fondamentalement, si vous arrivez en période de crise, ce qui ne veut pas dire que ce sera cette année, mais l'année prochaine, avec des taux d'intérêt à 0, eh bien, ça veut clairement dire qu'ils n'auront pas de munitions pour se prémunir face à cette crise. Et on sait très bien que la Réserve fédérale américaine
américaine ne veut surtout pas rentrer dans les taux d'intérêt négatifs. Donc ça, c'est très important de le noter. Donc oui, il y a normalisation, vous avez tout à fait raison. Oui, les objectifs de la Fed sont pour l'instant atteints, mais la troisième des choses, c'est qu'il faut absolument monter les taux pour se prémunir contre une prochaine crise. Est-ce que ça veut dire, au regard de ces points clés que vous développez, John, que la Fed va être peut-être un peu moins attentive, un peu moins sensible peut-être à la dynamique des marchés? On a beaucoup dit que la Fed était très dépendante de la bonne tenue des marchés. Est-ce que de ce point de vue-là, elle peut, laisser de côté la situation de marché pour quelque temps? Est-ce qu'elle peut accepter des drawdowns sur les marchés, d'une correction du prix des actifs, sur l'immobilier, sur les marchés actions, un peu plus importante que ce qu'on imagine? Je pense, oui, et je pense que c'est pour cette raison que le consensus, et moi-même d'ailleurs, sommes assez prudents sur cette année en ayant des objectifs de croissance, par exemple du S&P 500, de seulement, entre guillemets, de seulement 10%, en tout cas, parce qu'on sait que historiquement, lors de la première hausse des taux après une récession, et en plus d'une réduction du bilan d'une banque centrale, on voit les marchés qui baissent environ en moyenne de 10%. Donc on sait que, si vous voulez, la Fed, elle est là pour sauver les marchés financiers, oui, mais si le marché devait baisser de 10%, je ne crois pas que ça l'impacterait plus que ça. Et on voit que dans ce sillage-là d'acceptation d'une potentielle baisse des marchés ou d'un marché qui ne ferait rien cette année, eh bien on voit qu'il y a les grandes banques américaines, et notamment Goldman Sachs, ce week-end, qui affirment que la Fed montera ses taux 4 fois cette année, alors qu'il y a un mois et demi, elle pariait sur 0 hausse de taux en 2022. Donc on voit que les choses sont très rapides, et on voit que l'acceptation de la part des banques et de la part du consensus est très importante. C'est-à-dire que fondamentalement, la forward guidance, c'est-à-dire expliquer au marché ce qui va passer, eh bien fonctionne aussi pourrait fonctionner aussi malgré un bilan de la Fed qui pourrait être baissé et malgré des taux qui pourraient être augmentés. On suivra ça effectivement, et puis au sujet des banques, ce sera le coup d'envoi des résultats du secteur financier américain en fin de semaine. On va avoir la séquence de résultats qui redémarre. On aura l'occasion d'en reparler avec vous, John, une fois que les premières publications seront passées. Mais voilà, le coup d'envoi sera donné dès ce vendredi avec JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo ou encore BlackRock qui publieront leurs résultats avant l'ouverture des marchés américains vendredi. Donc, John Plassard était avec nous par téléphone. Merci beaucoup, John, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie, avec nous depuis Genève. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve en fin d'après-midi en direct à partir de 17h sur Bismart.